Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler du don d'organes. Donc non, je ne suis pas au Mexique, il n'y a pas de trafic d'organes. Je suis bien au CHRU de Nancy, dans le service de réanimation chirurgicale. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Let's go! Ok, donc je me retrouve à nouveau dans le service de réanimation chirurgicale au CHRU de Nancy. Je suis avec le professeur Garci. Anesthésiste réanimateur, donc au CHRU. Voilà, et pour cette vidéo, bon, c'est un petit peu spécial, mais je me suis scopé. Là derrière, vous avez ma fréquence cardiaque et ma saturation, donc tout le long de la vidéo, on verra bien si ça altère ou pas ou si je suis à malaise. Bon, en tout cas, je suis au bon endroit si je fais un malaise. Et dans cette... Je m'occuperai de toi. Merci. Et dans cette vidéo, donc, on va parler du don d'organes et spécifiquement, donc moi sur le versant des urgences, c'est vrai qu'on intervient des fois sur des gens qui font des malaises avec des pertes de connaissance et qui sont dans le coma. Lorsqu'on les ramène aux urgences, on va réaliser un scanner cérébral et malheureusement, dans certaines situations, on va tomber sur une hémorragie cérébrale massive, ce qui explique le coma. Nous, aux urgences, à ce moment-là, on va prendre un avis spécialisé auprès de neurochirurgiens qui vont nous dire si on peut faire quelque chose sur le plan chirurgical ou pas. Et malheureusement, dans certaines situations, donc l'objectif de la vidéo, c'est que là, la personne passe en mort encéphalique dans un deuxième temps. Tu peux nous expliquer peut-être la mort encéphalique? Alors oui, la mort encéphalique, donc c'est finalement la perte de la fonction du cerveau, c'est-à-dire qu'il ne va plus être perfusé, donc il n'assure plus les fonctions habituelles, notamment de respiration spontanée. Et il n'y a plus aucun signe de vie en fait d'origine neurologique. Donc la personne est décédée, mais le cœur bat encore. Elle est considérée décédée, le cœur bat encore, elle ne va plus respirer à cause du cerveau qui est la commande finalement centrale de la respiration. Et donc on va devoir l'assister sur le plan respiratoire. Et c'est là où donc, on organise le transfert en réanimation chirurgicale. Et c'est là où vous allez recevoir donc, des patients. Et c'est là où on se met en relation également avec la cellule de coordination. Oui, alors tout à fait. Donc il y a dans chaque hôpital, notamment les CHU, il y a une coordination du prélèvement d'organes et de tissus qui va avoir en charge la coordination avec l'agence de biomédecine sur le plan national pour éventuellement la répartition de différents organes qui vont être prélevés chez ce malade. Et justement, donc, lorsque les patients arrivent pour un don d'organes, comment ça se passe? Alors c'est des malades qui sont décédés sur le plan cérébral, mais qui vont avoir toujours une fréquence cardiaque, qui vont avoir une tension et qui vont être assistés sur le plan respiratoire par un respirateur. C'est des malades selon la rapidité en fait, de mort encéphalique qui vont être parfois très instables sur le plan hémodynamique, c'est-à-dire qu'il y a des grandes variations de tension, ils peuvent être très hypertendus et puis très hypotendus. Et donc en fait, c'est ces malades qui sont un petit peu un challenge à réanimer. Il n'y a plus d'espoir de vie pour ce malade-là, puisqu'il est décédé. Mais par contre, il faut préserver les organes au maximum de ce qu'on peut faire pour finalement pouvoir les offrir à des malades qui sont dans d'autres endroits dans la France, qui vont avoir besoin d'un cœur, de poumons, d'un foie, etc. Et on sait que maintenant que la loi a changé, qu'on est tous potentiellement des donneurs d'organes, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus, notamment l'évolution de la loi? Alors l'évolution de la loi a fait qu'effectivement on est tous considérés comme donneurs d'organes, sauf si vous vous inscrivez sur le registre national des refus, ce qu'on appelle le RNR. On demande toujours l'accord de la famille et en principe, si le patient s'était positionné de son vivant, c'est pas toujours le cas et je vous encourage dans vos familles à savoir un petit peu ce que les gens souhaitent parce que ça peut arriver malheureusement à tout le monde. Oui. Et est-ce que c'est pas trop compliqué des fois avec les familles, cette notion de mort encéphalique à expliquer? Parce que des fois c'est un peu compliqué parce que la personne est décédée, mais on fait des soins pour les organes et puis ça peut être compliqué je pense des fois. Alors tout à fait. Alors pour la mort encéphalique, il faut savoir qu'on a besoin d'un certain nombre d'examens complémentaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déclarer quelqu'un qui est en mort encéphalique juste sur l'aspect clinique. Oui. D'accord ? Il y a des examens paracliniques qui peuvent être différents, soit un scanner un peu spécifique, soit un électroencéphalogramme qui doit être donc plat et qui doit être répété à 2 reprises. Donc ça, c'est pour la partie diagnostique. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça nous aux urgences et que c'est fait dans un deuxième temps en réanimation. C'est impossible à réaliser dans les urgences. Tout à fait, ouais. Ça demande des ressources importantes et puis ça mobilise du personnel quand même parce que les malades sont instables, comme on l'a dit, et puis on a besoin de les ventiler pendant un certain nombre d'heures. Donc c'est pas effectivement réalisable aux urgences. Et donc une fois qu'on a ces éléments-là, on peut finalement aller voir les familles pour envisager finalement éventuellement un prélèvement multi-organes. Et donc justement, qu'est-ce qu'on peut prélever comme organe? Alors en pratique, tout. Ouais, presque tout.
Presque tout, non, mais ça va de la peau, des os, jusque bien sûr aux organes type cœur, foie, poumon, bien sûr les reins qui sont l'organe le plus prélevé à l'heure actuelle. Certaines équipes prélèvent le pancréas et vraiment c'est très exceptionnel, mais par exemple on peut prélever aussi les intestins. C'est des choses qui peuvent être faites particulièrement en pédiatrie. Alors on sait que le don est gratuit et anonymisé. Tout à fait. Et alors comment est-ce que ça s'organise ça du coup sur, Alors donc ici et dans tous les hôpitaux, c'est donc la cellule de coordination qui va rentrer en contact avec l'agence de biomédecine. Donc au travers d'un logiciel, on va rentrer toutes les données du candidat donneur, si vous voulez, avec toutes les fonctions d'organes, c'est-à-dire la biologie et éventuellement des examens complémentaires, de l'échographie cardiaque, éventuellement une coronarographie, c'est-à-dire l'examen des artères du cœur, pour savoir si les organes sont entre guillemets en bon état, pour pouvoir les proposer au don d'organes. Et une fois qu'on a tous ces examens-là pour le donneur, l'agence de biomédecine les propose à l'ensemble des équipes qui ont des patients qui sont sur des listes de greffes, donc des greffes de reins, des greffes de cœur, des greffes de foie. Et après, la répartition des organes se fait bien entendu en fonction d'une compatibilité maximale immunologique, donc c'est un peu technique, mais il faut que le patient qui bénéficie de l'organe finalement soit le meilleur candidat pour qu'il n'y ait pas de risque de rejet. Oui, donc le plus de compatibilité possible. Donc Exactement. des fois les gens peuvent, enfin les chirurgiens qui viennent, parce que c'est les chirurgiens qui se déplacent, qui viennent récupérer l'organe, se déplacent des fois de très très loin, je suppose. Exactement, alors donc il y a certains organes qui voyagent. Et on peut prendre l'exemple des reins qui prennent le train un peu tout seuls dans leur boîte. Alors ça c'est assez fou en fait. J'ai appris, ça veut dire que les reins voyagent tout seuls. Alors les chirurgiens urologues qui prélèvent les reins ici au CHU, mais c'est comme ça dans tous les autres CHU, vont les mettre sur une machine en général, une machine à perfuser. Donc c'est comme une grosse glacière si vous voulez, froid avec du liquide froid pour les préserver. Et puis effectivement c'est un organe qui peut être transplanté, on va dire, dans les 18 heures maximum. Et donc, il va voyager, en première classe peut-être. Ah bah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est première ou deuxième classe du coup. Alors, on espère première classe parce que c'est un organe important et puis ça va sauver une vie derrière. Donc, effectivement, mais il va voyager seul, contrairement à d'autres organes qui, par exemple, comme le cœur, le foie ou les poumons, sont accompagnés de l'équipe chirurgicale. D'accord, oui. Et donc, les chirurgiens peuvent prendre des petits jets privés. Alors le moyen de transport, il est établi en fonction, bien sûr, de la distance kilométrique qui sépare les deux centres. Il va être aussi dépendant des conditions météo, parce que évidemment, nous on est dans l'Est, des fois il y a de la pluie, de la neige, etc., qui compliquent le transport aérien. Et donc il y a un certain nombre de centres, comme par exemple Strasbourg, qui vient régulièrement chez nous en taxi. En taxi, ouais. Ok, et est-ce que tu peux me dire un petit peu l'ordre de prélèvement des organes? Parce que souvent c'est le rein, c'est ça, enfin les reins et le cœur. Alors, les organes les plus nobles, entre guillemets, sont pris en premier. Donc, quand on propose le cœur ou par exemple les poumons au prélèvement, les chirurgiens cardio-thoraciques viennent sur place et effectivement, ça va être eux qui vont donner le top pour le prélèvement d'organes. Donc, quand on va arrêter le cœur, ça va être le top pour les autres chirurgiens qui sont présents aussi en salle pour le prélèvement des organes, mais c'est eux qui prélèveront en premier le cœur et les poumons. Quand on dit le top, c'est quand on arrête la circulation. D'accord. Okay. Donc c'est à partir de ce moment-là, on vide finalement le corps humain de son sang et on va prélever ces organes. On va remplacer un petit peu par du liquide de conservation de ces organes-là, qui est un liquide froid aux alentours de 4 degrés. Et donc, c'est à partir de ce moment-là le top. Ok, et donc Philippe, combien de temps dure le prélèvement d'organes? C'est très variable en fonction du nombre, bien sûr, d'organes à prélever et surtout s'il y a des tissus en plus, comme la peau ou les os à prélever chez le malade. Mais grosso modo, ça peut aller de 4 heures à 14 heures. 14 heures c'est assez long. Ouais, c'est très long. Et donc, vous recevez donc différentes équipes, donc je pense que vous voyez donc d'autres chirurgiens qui viennent de toute la France. Tout à fait. Alors, c'est un moment qui est assez émouvant et puis assez sympathique en général, parce que ça se passe malheureusement toujours au milieu de la nuit. Donc, ça nous tient tous. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi c'est toujours au milieu de la nuit Je ne sais pas pourquoi exactement, mais il y a probablement l'organisation des différents CHU qui est comme ça, quoi. C'est-à-dire que les gens travaillent la nuit pour ces urgences-là. Ok, d'accord. Et donc, c'est toujours émouvant, tu disais? Ouais, c'est toujours sympa parce qu'on rencontre des gens un peu de toute la France. On sait
pas toujours l'histoire clinique du receveur, mais souvent c'est des histoires un peu dramatiques. Ouais. Et ça nous fait plaisir, ça fait plaisir globalement de se dire que à partir d'un patient qui a perdu malheureusement la vie, on va pouvoir poursuivre la vie de plusieurs autres patients. Et ça, c'est extrêmement gratifiant, quoi. Ouais. Ouais. Et ça peut être combien de patients maximum? Eh ben, ça va dépendre encore une fois du nombre d'organes prélevés, mais on peut aller jusqu'à 6-7 patients, quoi. Ouais, quand même. Ouais. Et tu sais pas après l'histoire par la suite? Alors, on a des nouvelles, mais qui sont très sommaires si le receveur est finalement vivant à J30. Et c'est des informations que les familles des donneurs peuvent avoir. Vous n'aurez pas de détails, vous ne saurez pas où est-ce qu'il a été greffé, bien entendu, mais vous saurez le statut vivant du receveur. On peut savoir combien d'organes ont été donnés et Ouais. puis combien, si les gens vont bien ou pas en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Mais on n'a jamais du coup les De identités. détails, C'est ça, ni ouais, de ça détails, c'est ouais. bon, ça. Ok. Et après, parce que tu dis on met un liquide de remplacement. Ouais. Et après, comment est-ce que le corps est restitué à la famille? Alors, donc, le but, c'est de toujours, évidemment, maintenir l'aspect physique, l'intégrité physique du corps. Donc, tous les tissus sont refermés. Oui. D'accord? Quand on va jusqu'à prélever des os, on met des prothèses, Oui. alors qui peuvent être en plastique en général, pour maintenir l'aspect et l'intégrité physique du corps. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord. Et donc, pour terminer la vidéo, est-ce que peut-être tu peux nous dire ce que les organes qui sont le plus greffés en France? Alors, les listes d'attente les plus importantes, c'est pour la greffe rénale. Et très clairement, c'est l'organe qu'on prélève le plus et qu'on greffe le plus. Déjà parce qu'il y en a deux, c'est pas anodin, mais il y en a toujours un qui va dans le centre préleveur et un autre qui part ailleurs. Oui, c'est pas les deux reins pour la même personne. Non, c'est deux reins, c'est deux un seul rein. Ouais, ça. tout à fait. C'est C'est un seul rein. Donc, avec une personne qui donne deux reins, on sauve deux vies. Et j'avais même entendu parler que sur des prélèvements de poumons, on pouvait séparer aussi le poumon et donner une partie du poumon à un donneur. C'est possible, on peut faire ça effectivement aussi en pédiatrie quand le volume est trop important, etc. C'est vrai que ça c'est de l'ultra spécialité. En général, on prélève quand même les deux poumons pour le même receveur. Ok, d'accord. Et donc pour les reins qui circulent dans les trains, on espère qu'il n'y aura pas trop de retard sur les trajets. Juste, voilà, je pense que je vais mettre en dessous en commentaire le lien pour le site de l'Agence de la biomédecine. Il y a plein d'infos sur le site, vous pouvez aller consulter sans problème. J'ai pas fait de malaise sur la vidéo, ça s'est plutôt bien passé. Merci vraiment Philippe, c'était vraiment super intéressant. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Comme d'habitude, pensez à mettre le petit pouce pour me soutenir. Et moi je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Salut!